Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien contente de vous accueillir pour cette conférence qui en fait n'était pas prévue parce qu'on avait la conférence de 11 heures, il s'est trompé dans les heures. Donc, résultat, voilà. Donc, bien contente de vous accueillir pour cette troisième conférence du Salon du bien-être. Donc, dans la première partie, je vais vous présenter ce qu'est la communication animale, parce que c'est quand même important de donner des bases. Et ensuite, on va partir sur le thème qui est donc le thème de ce week-end, qui est le thème de on passe des messages et quel type de messages on peut passer aux animaux et pourquoi est-ce qu'on peut passer des messages aux animaux pendant la communication animale. Et bien sûr, vos questions par rapport à ça. Donc, la première partie, c'est qu'est-ce que la communication animale? La communication animale fait partie de la famille de tout ce qui est voyance et médiumité. Ça veut donc dire que sur une photo, moi, je n'ai pas besoin de liens supplémentaires et encore, je ne peux pas vous dire que j'ai besoin d'une photo non plus, mais je dirais que déontologiquement, par rapport au client, je demande une photo et le nom, ça me fait quand même deux pistes pour être sûr d'être avec le bon animal et ça, c'est important qu'on puisse un maximum, je dirais, nous, se sécuriser aussi pour ne pas partir n'importe où. Alors, sur cette photo, il faut juste que cette photo soit la plus quelconque possible. C'est ce que je mets dans mes protocoles. Donc, bien sûr, je travaille beaucoup par téléphone parce que ça permet de ne pas voir l'environnement de l'animal. C'est quelque chose d'important de ne pas voir, par exemple, dans une pâture, les copains de pâture, de ne pas voir les copains de boxe pour les chevaux. C'est important de ne pas voir si vous avez une nouvelle cuisine équipée ou un nouveau séjour, voilà, ou une nouvelle voiture. C'est quand même toutes des choses qui sont importantes parce que là, ça pourrait, comment je dirais, nous faire quitter la communication animale et puis surtout ouvrir toute la porte aux charlatans. Donc, l'important, c'est la photo la plus neutre possible. Donc, moi, je dis souvent, voilà, une photo sur la pelouse, voilà, ou dans un parc, c'est bien, quoi, quelque chose de quelconque. Sur une dalle en béton, c'est bien. Le cheval dans sa pâture sans qu'on voit ses copains, voilà, c'est bien. Et c'est toujours une photo, l'animal seul, pour être sûr aussi de ne pas partir avec l'animal d'à côté. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, je travaille autant avec animaux vivants qu'avec animaux décédés. Donc, les animaux vivants, c'est dans la voyance, dans le sens où on est en télépathie, mais on reste dans le même monde. Et la médiumité, donc pourquoi? Parce que là, on change de monde. Donc, on sent tout à fait qu'il y a un allègement du poids du corps, qu'on n'est plus dans la même dimension, que la dimension temps, la temporalité n'est plus la même. Donc, nous, moi, quand je fais la communication animale, je sens s'il est vivant ou décédé. Donc, ce n'est pas la peine de me dire c'est une communication pour un animal décédé. Ce n'est pas un souci du tout. La communication va se faire et je vais savoir s'il est décédé, dans quel plan il est. Et s'il est décédé, je vous le dirai. Voilà. Ou s'il pense qu'il est encore vivant, je vous le dirai aussi. Voilà. Quelquefois, quand on a des morts subites et que ce n'est pas forcément l'âge où l'animal doit avoir sa mort, quelquefois, allez, ils vivent mal leur mort. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'important, surtout en cette période-là de Samin et de la Toussaint, où on est vraiment sur une période de permissibilité des mondes. Il y a une transparence au niveau des mondes. Et donc, là, on a le monde des vivants et le monde des morts qui se côtoient et qui s'entremêlent. C'est une période très, très particulière que la période de Samin. Alors, qu'est-ce qu'on perçoit en communication animale? Alors, déjà, moi, j'ai le visuel. Donc, ce que l'animal va percevoir de son monde, la plupart du temps, ils ont quand même une vue développée beaucoup plus que la nôtre. Donc, ils vont aussi parler de détails, parler de choses de leur environnement et de leur vie. Et ce sont ces choses qui vont permettre à la famille de reconnaître que je suis avec le bon animal. Il y a bien sûr aussi ce qu'ils entendent. Voilà. Au niveau auditif, moi, j'ai leur voix également. Donc, l'objectif de la communication animale direct live, parce que vous avez des communicants qui vont vous faire uniquement de l'écrit. Moi, je ne fais pas d'écrit, je suis uniquement sur du live parce que j'ai l'animal tout de suite en direct. Voilà, et je vous propose de prendre des notes et bien sûr, je vous envoie un audio de la communication animale. Et là, ce qui est très intéressant au niveau de l'audio, c'est que lorsqu'on a, bonjour, installez-vous, lorsqu'on a un animal en audio, par sa voix, il nous fait passer son tempérament. Et ça, c'est un moyen vraiment important pour la famille de reconnaître son animal. On peut par exemple avoir un animal qui dit moi je suis comme ça, c'est pas que je suis timide, mais je suis réservé et je veux pas d'histoire, je veux pas de problème, je suis pas le seul chat dans la maison, mais franchement je veux pas de problème, Vous voyez?
Et là, le propriétaire dit, oui, bon, ok, vous êtes avec le bon chat. Parce que tellement cette voix, cette douceur de voix, on reconnaît son animal. Donc ça, c'est un moyen important, la voix, de faire passer un tempérament, qui n'est pas celui du communicant, hein, mais qui est bien le tempérament de l'animal et son champ lexical aussi. Ça, c'est très drôle. Hein. On a le champ lexical de l'animal et de la famille. Ensuite, bien sûr, il y a le goût et l'odorat. Hein, donc, si les croquettes sont bonnes, si la bouffe est bonne ou si la bouffe n'est pas bonne. Voilà, moi, j'ai des chiens qui me disent je suis dans une famille qui fait des crêpes. On a toujours des crêpes. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. Voilà. Et donc, j'ai des crêpes, des crêpes, des crêpes. Voilà. Donc, on a des animaux qui nous disent moi, j'ai ça. C'est une famille à crêpes, mais par exemple, j'avais un chien qui me disait mais c'est pas toujours les mêmes crêpes. Hein. Voilà, avec la dame, on a une grande crêpe qui saute pas, mais c'est une grande crêpe fine. Et avec le monsieur, on a une petite crêpe épaisse, mais qui saute. Il dit bon, c'est des crêpes, quoi. Voilà. Et la famille confirmait que ce n'était pas la même façon de faire les crêpes, mais qu'effectivement, c'était des accros aux crêpes. Tous les matins, il y avait des crêpes. Voilà, c'est le petit déjeuner se fait avec les crêpes. Donc, on rentre vraiment aussi par ce qu'ils nous racontent de leur monde dans l'intime hein, d'une famille sur des choses qui marquent le chien, hein, en se disant, bon, je suis d'une famille comme ça. Voilà. Donc, on a le goût, l'odorat, on va bien sûr avoir le toucher, ce que j'aime pas. Hein. Par exemple, ce licol-là, il me blesse, cette selle-là, elle me blesse. Voilà. Tout à l'heure, par exemple, j'ai eu un cheval qui a eu plusieurs selles. Et donc, la personne, elle me dit cette selle-là, et elle me dit non, c'est l'autre selle. Et en fin de compte, on apprend que le cheval, il a eu 3 selles. Mais ça, c'est tout à la fin, parce que là, le cheval, il pose une question, puis il dit la selle qui pue. Donc moi, la selle qui pue. Alors elle me dit ah, c'est vrai, il a eu 3 selles et la deuxième est synthétique. Et effectivement, ça sent le plastique. Je dis bah écoutez, là, il parle de celle-là, j'ai une odeur de l'anoline, un peu produit chimique comme ce qu'on nettoie dans les voitures, là, un truc un peu. Elle me dit oui, là, il parle de la deuxième. Non, c'est pas de celle-là que je parlais, c'est vraiment de la dernière. Ah, ok. Vous voyez, parce que autrement, ils vont nous donner des indicateurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le scan. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse particulièrement quand on s'intéresse à la santé et qu'on ne trouve pas une cause de santé, et quand les communications animales me sont envoyées par les vétérinaires et les ostéopathes, en sachant que de toute façon, moi, je fais le scan systématique, hein, que ça soit envoyé par vétérinaire, ostéopathe ou par la famille, à un moment donné, je fais le scan en automatique. Parce que c'est important, on parle de bien-être, d'amour. Quand c'est une famille qui demande, bien entendu, elle demande parce que c'est comment je peux aimer encore mieux mon animal, qu'est-ce que je peux faire encore de plus pour lui. Vous voyez, c'est vraiment des très beaux messages d'amour. Mais pour être heureux, on a la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale et le chemin de vie, la spiritualité, comme tout être qui a une âme. Hein. Donc, à un moment donné, faire ce scan physique et pouvoir prendre en compte un animal qui dit bah, là j'ai mal, là j'ai ça et c'est à cause de ça, c'est hyper important pour pouvoir orienter sur vétérinaire, ostéopathe, voilà, ou des soins alternatifs également, mais principalement vétérinaire et ostéopathe, parce que le vétérinaire est le pilier du soin, donc pour pouvoir mettre en place un diagnostic et derrière pouvoir faire un accompagnement de pathologie. Donc ça, c'est fait systématiquement. Et puis, donc déjà, est-ce que vous avez des questions jusque-là sur cette première partie qui donne, comment je dirais, une espèce de base qui ne vous donne pas toute la complexité du métier, mais qui vous dit tout ce que l'animal a envie de dire, comment il nous le fait ressentir. Et nous, notre travail n'est pas de traduire, mais de vous le faire passer avec, je dirais, la même émotion que l'animal le fait passer, et surtout en le retranscrivant avec le plus de justesse possible et sans état d'âme. Hein, ça veut dire que, oui, l'animal, il dit les choses, c'est un peu cru, quoi, quelquefois. Hein, il ne va pas mettre de gants, hein, soit il aime, soit il n'aime pas. Hein, hein. Est-ce que vous avez des questions déjà d'ici là? N'hésitez pas. C'est bon? Alors, sur les 2 premières conférences, on a vu le fait que j'avais pas mal de propriétaires qui voulaient que je passe un message à l'animal.
Donc oui, ça c'est une réalité, que l'on fait passer des messages à l'animal, parce que dans communication, il y a bien un aller-retour. Il ne faut pas croire qu'on est juste en train d'écouter l'animal, mais que l'animal, il va aussi avoir une interaction. Moi, j'ai des animaux qui me posent des questions. Donc, c'est très drôle quand l'animal pose une question. Les premières fois, on se dit, waouh, il vient de poser une question. Voilà. Et puis, on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, ils ont le droit. Et on va poser la question à la famille. Hein, donc, il faut savoir que sur les 2 premières conférences, on a vu les messages que l'on fait passer aux animaux, qui sont des messages où on les écoute, et des messages également qui prennent en compte que la demande n'est pas une demande humaine uniquement, parce que ces messages-là, je ne les fais pas passer. Par exemple, dire à l'animal, vous pouvez lui dire d'arrêter de faire pipi à côté de sa caisse. Honnêtement, ça, c'est pas du boulot, quoi. Je vais le dire simplement, hein, mais c'est pas du boulot. C'est comprendre pourquoi il fait pipi à côté de sa caisse, qu'est-ce qui se passe avec sa caisse, qu'est-ce qui se passe dans la maison, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien, et du coup, comment on peut faire pour résoudre ce problème qui se passe bien, et que du coup, on retrouve une relation harmonieuse et équitable, parce que bien entendu, il a besoin de faire pipi, et bien évidemment, s'il fait pipi à l'endroit où il faut, c'est mieux, mais il faut pour ça qu'on ait pu créer une relation de complicité et de respect entre la famille et l'animal. Hein, donc là, c'est vraiment notre rôle de comprendre pourquoi, quelquefois, il ne veut plus faire pipi à sa caisse. Voilà. Et les explications sont souvent, j'ai envie de dire, légitimes, quoi. Il ne fait pas ça pour embêter le monde, il fait ça parce qu'à un moment donné, il y a une problématique pour aller faire pipi à la caisse. Voilà, ça c'est intéressant à entendre. Hein. Donc, vous voyez, les messages qu'on fait passer sont des messages qui permettent, comment je dirais, de respecter l'animal. Ça ne peut pas être uniquement une demande humaine. Là, je ne les prends pas. Hein. Je prends vraiment les demandes qui permettent d'avancer ensemble et d'avancer en amour. Hein. Donc ça, c'est la chose importante sur les messages que l'on fait passer. Et sur cette 3e conférence, moi, j'aimerais pouvoir… Alors, bien sûr, je prends vos questions, hein, donc n'hésitez pas. Mais quelles peuvent être les interrogations de l'animal sur notre famille? Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très, très perturbant et de très comique. Donc, à un moment donné, ils ont un avis sur la vie de la famille et à un moment donné, après, ils posent une question. Donc là, ça vaut 10. Hein. Par exemple, moi, j'ai déjà eu un chien qui disait je suis dans une famille qui commence plein de choses, mais qui ne les finit pas. Donc là, on a un problème avec la porte qui ne ferme pas vraiment bien, sauf que moi, je suis un chien qui assure la sécurité. Donc évidemment, comme ils ne finissent pas les choses, ils n'ont pas continué de réparer la porte. C'est quand qu'on répare la porte? Parce que moi, ça me fatigue là. Hein. Donc, c'est quand qu'on répare la porte? Et la famille qui répond, bah oui, c'est vrai, on le sait, mais on ne le fait pas. Voilà, donc c'est la porte de derrière, on a une persienne, donc pour nous c'est sécurisé quand même, il n'y a pas de risque, ça ne se voit pas quand la persienne elle est fermée, sauf que le chien il dit, ouais mais enfin, persienne fermée ou pas, moi ce que je vois c'est que la porte elle bouge, quoi. Voilà, et que c'est pas fermé, et franchement ça me fatigue de devoir faire mon tour de garde et d'aller vérifier cette porte qui bouge en disant, bon, elle bouge parce qu'elle a un problème ou elle bouge parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est rentré. Vous voyez? Et j'aimerais qu'on finisse les choses. Voilà. Donc ça, ils sont très, très intéressants par rapport à tout ça. Et en ça, ils remettent énormément en cause l'humain. Hein. Par exemple, une jument qui disait qu'elle avait fait les courses et que donc, elle était habituée avec les lades. Donc, ça y va, quoi. C'est brossage, 5 minutes, tout très organisé. Enfin, ça y va, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment du massage ou du pansage bien-être. Mais elle dit, ça m'allait, quoi. C'était rude. Allez, on fait ça. Boum, après, on est attelé. Poum, allez, on y va. Ouais, bon, c'est la vie, quoi. Puis là, elle était en retraite. Donc, elle avait été rachetée comme trotteuse. Et elle disait, mais ça va durer longtemps. Donc, elle était pas vraiment contente de… Donc, elle dit, ça va durer longtemps. Parce qu'elle dit, moi, je ne peux pas du tout m'apaiser pendant le brossage et tout.
d'une part, c'est long. Elle dit, mais après, c'est quoi ce bordel avec les pieds? Un coup, c'est le gauche, un coup, c'est le droit, un coup, c'est l'arrière droit. Puis elle dit, la fois d'après, je ne sais pas pourquoi, mais ça a changé de sens. On commence plus par le même pied. Mais moi, je m'apaise quand? Parce qu'elle dit, moi c'était, je suis dans le brossage, puis à un moment donné, je réfléchis à rien. Et elle dit, mais là, non, je suis obligée de surveiller mon humain. Parce qu'il change d'avis. Oui, mais moi, je ne m'apaise pas. Ça va encore durer longtemps comme ça? Je dis, bah oui, là, ça va durer longtemps. Oui. Hein? Et donc, c'est de pouvoir prendre conscience que l'animal a été vraiment fait dans un certain ordre, hein, parce que les lades ont vraiment un sens pour faire les choses, et que le cheval, il y a pris un confort. Cette jument, elle y a pris vraiment un confort. Et normalement, ce moment de brossage et de faire les pieds, qui est un moment de contrôle important pour le propriétaire, mais aussi un gros moment de confort, et bien là, pour la jument, ça devient un moment d'inconfort, parce que la sensation, c'est « mais quel désordre ici? C'est quoi ce bordel ?» J'ai besoin qu'on me laisse dans mes règles. Voilà. Ça va peut-être venir avec le temps qu'elle va apprendre à… Voilà. Mais il y a trop de changements entre le LAD et le propriétaire privé. Et elle y a pris du plaisir au LAD. Elle a connu que ça et c'est devenu un confort d'être pris en charge par un LAD. Voilà. Et on voit que là, il y a un chemin à faire. Il va lui falloir le temps parce que c'est un tel changement de vie. Et le propriétaire, c'est comment on tient compte de la vie d'avant. Il ne s'agit pas juste de dire, tu as une super vie, maintenant tu ne fais plus de courses. Oui, la louloute, elle aimait bien, quoi, en fait. Voilà. Hein? Donc, ces messages-là où ils nous posent question, ça va durer longtemps. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions ou des demandes ou des choses qui vous surprennent d'ici là? J'ai un chat qui a été opéré des yeux. Je ne sais pas comment il vit la chose de voir. Sans la communication animale, je ne peux pas vous le dire. Non, bien sûr que non, parce que c'est propre à chaque individu, c'est une âme. Donc, de la même façon que deux humains ne vont pas le ressentir et le vivre de la même façon, c'est une âme et on ne peut pas dire de quelle façon ils vont le vivre. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ça, c'est votre question, elle touche aussi le cœur, hein, de ça. C'est parce que c'est… Bon, nous avons encore une demi-heure. Hein, et c'est, si vous voulez, c'est la prise en compte qu'on ne peut pas poser une question par rapport à un individu et en tirer une généralité, parce que c'est bien une âme. Donc, avec toute sa complexité, son vécu, son acceptation, bien sûr son environnement. Hein, si vous avez un environnement avec plein d'escaliers et plein de coins qui font mal, c'est moins cool que… voilà. Donc, si vous voulez, chaque cas va être différent. L'âge aussi, comment on a accepté les choses, comment on accepte les choses, comment on prend en compte qu'on peut vivre comme ça. Chaque personnalité va s'approprier ça de façon différente. Voilà. Mais c'est vrai que là, faire des communications animales, voilà, ça peut être intéressant, enfin en faire une tout au moins. Mais c'est vrai que moi, il ne faut pas me dire que le chat a perdu la vue. Hein. S'il a perdu la vue, il me le dira. Hein, comme là, ce matin, j'ai eu un chat, justement, et la première chose qu'il a dit, c'est « j'ai un acouphène dans une oreille, j'ai une oreille qui a changé, j'ai l'oreille qui ne va plus ». Et ça siffle, mais comme un sifflement de cygne, vous voyez, comme ça, très, très, très aigu. Et le propriétaire, il me dit, bah, je vous ai mis de toute façon une vieille photo, mais vous êtes dans le mille, il vient de se faire opérer d'un cancer de l'oreille interne, donc au mois de septembre. Je dis, bah, écoutez, là, c'est au niveau du son, c'est waouh. Votre chat dit qu'il est perdu, quoi, que c'est comme ça. Et on ne peut plus entendre le reste, on est perdu par ce son-là, on ne perçoit plus l'environnement. Et le monsieur, il me disait, bah oui, c'est exactement la façon dont on perçoit notre chat. Il est comme perdu, il tourne la tête, enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose à l'oreille. Je dis, oui, c'est ce bruit. Donc, bien sûr, j'ai orienté vers vétérinaire, ostéopathe et acupuncteur en prenant en compte la date de l'opération, là pour le coup, et puis aussi parce que ça le stresse énormément, donc phytothérapie par le vétérinaire
pour justement qu'il puisse prendre conscience, mieux respirer et donner du bien-être, parce que là, on est sur quelque chose de grave. Hein. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas me le dire, quoi. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'important. D'autres questions ou demandes? En tout cas, un chat a plusieurs vies. J'ai eu un chat qui est décédé. Enfin, tout a plusieurs vies. D'accord. Donc, j'ai un chat qui est décédé, que je connais, parce qu'il est parti dans une autre vie. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ah, mais de toute façon, moi, si vous voulez, quand on fait sur un animal décédé, effectivement, que j'ai l'entre-deux-mondes, enfin, j'ai le monde dans lequel il est. Sur une photo, oui. Oui. Voilà. Voilà. C'est pas ça, je vais déjà vous dire qu'il est décédé, on va déjà commencer par là. Hein. Et puis, l'animal va aussi donner des preuves, parce qu'après, effectivement, il ne s'agit pas de vous dire, ouais, il est dans l'entre-deux-mondes. Hein, d'accord. Donc, l'animal va donner des preuves de sa vie terrestre avec vous et éventuellement des maladies ou de ce qui s'est passé lors de son décès. Ça permet déjà d'identifier qu'on est avec le bon animal. Parce que l'identification avec l'animal, c'est quelque chose de fondamental, qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé. Et de là, quand l'identification est faite, eh bien là, l'animal va nous dire où il est et ce qu'il fait et pourquoi il est là et s'il a envie de rester dans l'entre-deux-mondes et s'il est joyeux. Voilà. Après, l'objectif n'est pas de les questionner outre mesure sur l'entre-deux-mondes parce que ça ne nous regarde pas. On ira dans l'entre-deux-mondes le jour où ça sera décidé qu'on ira, mais on n'a pas à avoir de renseignements outre mesure. Hein. Donc, sur le monde où l'animal il est, les informations que moi je vais communiquer sont des informations déjà pour savoir si l'animal le vit bien. Parce que ça c'est important. C'est de savoir s'il est heureux dans le monde où il est ou dans cet entre-deux-mondes. Voilà. Et que s'il le souhaite, il peut aller vers la lumière et ensuite revenir dans l'entre-deux-mondes et bien sûr se manifester sur Terre. Hein. Donc, il y a des moments où on va avoir le ressenti que notre chat est là. Et c'est vrai, voilà, il est là où il se pose à certains endroits, voilà, ou bien qui revient dans la famille parce que à ce moment-là, il sent que la famille en a besoin et c'est un événement important pour la famille et il a envie d'être là parce qu'il soutient et puis énergiquement, il est toujours attentionné pour sa famille, il a envie de participer à quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est un moment de sa vie, donc il continue de le vivre, de participer et de montrer son amour. Voilà. Mais après, l'objectif n'est pas de déranger les morts, mais bien de voir s'ils vont bien. C'est surtout, oui, parce que ça réconforte. Voilà, c'est ça. Et la réciproque est vraie. Ils continuent d'être dans d'autres mondes et donc d'être en amour aussi pour leur famille. Et donc, ils sont toujours attentionnés pour leur famille. Voilà. Et ça, c'est important de savoir qu'ils vont bien dans l'entremonde, parce qu'on peut avoir des animaux qui ont quand même besoin de passage d'âme, hein, parce que l'âme est passée partiellement ou l'âme a des difficultés à passer, voilà, pour X raisons, parce qu'on les retient aussi, voyez, ou parce qu'ils ont eu des produits chimiques forts au moment de certaines maladies, que du coup l'âme ne se détache pas bien, ou ils ont eu peur, donc au moment du décès, l'âme est partie un morceau et l'autre morceau est resté, donc du coup ils sont ni morts ni vivants, quoi. Ils sont un peu dans l'errance. Donc bien évidemment, ça on a besoin de c'est bon de le vérifier. Quand par exemple vous entendez votre chat qui marche à l'étage alors qu'il est décédé, oui, là faut peut-être quand même essayer de voir s'il va bien, quoi. Hein, voilà. Et quelquefois, ils font ça, mais volontairement, et ils vont bien. Hein, voilà. Et quelquefois, ils sont là au moment important qui se passe dans la famille. Hein, par exemple, en début de semaine, j'ai fait un chat décédé. Donc, il s'était identifié. Et donc, la famille me dit oui, voilà. Et le chat disait qu'il était revenu quand la famille avait fait un énorme trou avec un tuyau qui s'était cassé et une pelleteuse. Donc, il me montrait un gros tractopelle, enfin vraiment un gros matériel de chantier. Donc, au début, la famille elle me dit, mais de quoi vous parlez? Écoutez, je ne sais pas. Je dis, mais écoutez, c'est énorme, ça ressemble à une piscine ou des fondations de maison. Enfin, c'est un énorme trou, quoi. Ce n'est pas un petit truc. Et la dame me dit, bon, écoutez, là, nous, quand on a fait bâtir la nouvelle maison, il était déjà décédé. Mais il y a une chose qui est sûre, nos fondations étaient vraiment très importantes. Et ce que vous dites, c'est effectivement, il y a le tractopelle et effectivement, on a eu un tuyau de cassé. Ah, bon, ok. Donc, et il dit, là, j'étais là parce que c'était tellement bizarre.
Il dit, je suis venu quand même, hein, j'ai regardé. Voilà. Et donc, il montrait la scène. Et voilà. Donc, ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas savoir. Et là, on a bien la preuve de, comment je dirais, de la perméabilité des mondes. Hein, et que s'ils veulent, ils reviennent parce que là, il y a quelque chose où ils sont impliqués pour leur famille. Ils ne comprennent pas. Ils sentent que c'est quelque chose de bizarre pour la famille. Et ils ont aussi envie d'être là pour eux et de comprendre ce petit truc qui, là, est en train de se passer. Oui, oui. Des questions, des besoins? Oh, non, alors d'une part, ce n'est pas un don, mais allez, ça apporte rien aux animaux. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça se travaille. C'est la pinéale et ça se travaille. Et effectivement, on peut avoir des prédispositions qui sont plus ou moins fortes sur les animaux. Mais honnêtement, ça apporte rien à l'animal. Vous comprenez? C'est pas... Moi, je ne réponds pas trop à ces questions-là parce que l'animal, là, on l'a oublié. Et moi, les confs, je les fais pour que l'animal puisse porter son message, qu'on sache vraiment l'ampleur de sa vie, qu'elle soit dans le vivant ou dans le décédé, et que du coup, on est des propriétaires qui, dans leur amour qu'ils ont pour leurs animaux, progressent dans leur amour pour leur animal. Moi, on s'en fout de moi, en fait. Vous voyez? C'est un peu... C'est pas ça l'important. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. J'ai des ateliers et des formations pour les vétérinaires et les ostéopathes. Ouais, ouais. Non, allez, je vais être brute de décoffrage sur le reste, mais le reste, c'est perte de temps. Si je m'occupe des humains, pendant ce temps-là, il y a un animal que je n'écoute pas. Donc, quand on a des ateliers avec les vétérinaires ou ostéopathes, donc des ateliers de progression avec de la communication animale associée, en fait, ils arrivent avec un cas. Et là, on a un cas et on bosse. Donc, je travaille toujours et exclusivement pour l'animal. Et ce qui me détourne de l'animal, je le refuse. Voilà. Parce que là, je perds mon temps. Je perds mon temps. Voilà. Après, c'est un choix personnel. Il faut être bien dans ce qu'on fait. J'aime mieux être dans cet artisanat. Je me sens très bien dans cet artisanat. Et je n'ai pas du tout l'intention de me prendre la tête avec des humains qui commencent à me poser des questions existentielles. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne sais strictement rien? Je ne suis pas dans leur tête. Donc, je ne suis pas du tout pédagogue, moi. Hein. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas... Voilà. Pour les formations, je renvoie vers Marie Ferlat, qui est vraiment une excellente formatrice, qui est sur les Hauts-de-France, et Charlotte Letien, qui est belge et qui fait des formations sur les Hauts-de-France. La Belgique est dans l'Aveyron, parce que maintenant, elle est dans l'Aveyron, mais enfin, elle remonte très, très souvent. Et c'est des gens qui ont ce truc de la pédagogie. C'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi. Moi, je porte exclusivement, et je ne veux pas porter autre chose que la parole animale, et que du coup, par cette parole animale qui est portée lors des conférences, hein, c'est aussi pour ça que j'en fais beaucoup, puis que là, j'accepte d'en faire 3 ce week-end, avec un grand bonheur. Par cette parole animale qui est portée, les humains que j'ai en face de moi en conférence vont cogiter et se dire « Ah oui, tiens, ça pour mon animal, ça va peut-être me donner une piste en plus. Ou peut-être que j'ai envie d'offrir ça à mon animal. Ou peut-être que là, si je fais ça, mon animal, il y a un truc qu'on ne comprend pas, ça fait des années qu'on ne comprend pas ce comportement. Peut-être qu'on va enfin pouvoir l'aider, parce que ce comportement, ce n'est pas moi qui gêne, mais je me dis qu'à le voir comme ça, est-ce qu'il est vraiment heureux de tourner en rond comme ça? Il y a peut-être un truc con, un truc simple que je peux faire parce que je l'aime. Et là j'ai envie de dire ma mission. Voilà, c'est de permettre à un maximum de gens, s'ils en ont envie, d'aller vers moi ou quelqu'un d'autre. Je ne suis même pas drôle par rapport à ça. Vous voyez, l'important, c'est que l'animal puisse avoir accès à ce champ d'écoute et être respecté comme une âme, donc qui parle, qui s'exprime, voilà, peut-être avec des moyens différents, mais qui tente de se faire comprendre aux humains. Voilà. Et c'est ça le message que je porte. Hein. Voilà. Des questions? Vous voyez, moi, je passe bien après tout ça. Hein.
Non, ça je l'avais vu aussi dans la première conférence. Non, il n'y a pas de refus de communiquer. On ne voit pas trop pourquoi il refuserait de communiquer. Par contre, effectivement, il peut y avoir une incapacité du communicant à recevoir le message. Et ça, c'est un petit peu une problématique humaine. C'est quand même assez simple quand on n'est pas capable de comprendre le message de l'autre que de dire c'est l'animal qui ne veut pas, quoi. Hein, voilà. Donc, pas du tout. Moi, j'ai eu une fois un animal qui disait « je ne veux pas communiquer ». Et tout notre rôle consiste justement à entendre cette parole, parce que dire « je ne veux pas communiquer », c'est quelque chose d'hyper important. Voilà. Et ça veut dire énormément. Donc là, c'est notre cœur de métier que de se dire « qu'est-ce que je fais de cette parole ? C'est quoi le fond de cette parole ? C'est quoi la profondeur de cette parole ? C'est quoi la causalité de cette parole ? C'est quoi le tourment de cette parole ? Et de là, pouvoir accepter la cause, même si elle nous dépasse, même si elle ne nous plaît pas, c'est pas ça le problème. On n'est pas là pour avoir des états d'âme ou des jugements de valeur, mais quelle est notre capacité à écouter quelquefois l'indicible ? Je pense que c'est ça aussi. Hein, parce que notre cerveau, il peut se bloquer sur de l'indicible. Hein. Donc, c'est comment on ne le bloque pas sur des choses, parce que notre cerveau, surtout dans la communication animale direct live, on prête une partie de notre cerveau à l'animal, ça, il ne faut pas l'oublier. On ne dit jamais assez les dangers de la communication animale, et notamment le danger psychiatrique. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est la mode, c'est super, c'est un truc bisounours. Oui, enfin, en attendant, on entend des voix quand même. Hein. Donc, on n'est quand même pas très loin de la schizophrénie. Ça, il faut l'entendre aussi. Et aujourd'hui, cette espèce d'encouement un peu bebeux, la communication animale, c'est génial. Oui, bah, on se calme. Il y a quand même là un fonctionnement cérébral qu'il faut apprendre à travailler et qui peut représenter un danger réel pour celui qui pratique. Ça, c'est pas assez dit. Voilà. Parce que moi, l'air de rien, je fais ça depuis de très nombreuses années. Je ne fais pas ça pour me mettre en danger, quoi. Hein, voilà. Donc, il faut les écouter, c'est très, très intéressant. Et puis après, on reprend notre propre vie et notre propre moi, quoi. Hein. Et puis, bien sûr, on garde des traces, on s'est enrichi de ce que l'autre nous a apporté pendant la communication animale, bien sûr. Ce ne sont pas toujours des choses faciles, mais en tout cas, ce sont des cadeaux. Ils nous font découvrir des mondes pour lesquels, dans cette temporalité ici, là, je ne parle pas des voyages voilà, que l'on fait à côté, hein, mais dans cette temporalité ici, il nous apporte quelque chose. Il nous apporte quelque chose. Et c'est formidable. Ce sont des cadeaux. Voilà. Mais ça ne doit pas nous mettre en danger. Ouais. Des questions? Hein? Alors, je suis en stand en face du bar. Ah ouais, ce week-end, c'est un truc de fou. Je ne me lasse pas de le dire. J'ai une place royale au bout du tapis jaune, en face du bar. Donc après la conférence, je retourne. Voilà. Et je travaille sur photo, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait me présenter une photo. Et puis après, donc on enregistre. Hein. Moi, j'enregistre et je vous l'envoie, ou vous enregistrez avec un portable. La photo n'est pas du tout obligée d'être imprimée. La photo est le nom et ça suffit. Et vous allez voir, enfin pour ceux qui me connaissent, la communication animale démarre tout de suite, quoi. C'est fluide et ça part tout de suite. Avec plaisir. On a encore un petit peu de temps, donc il faut en profiter. Des questions, des demandes? Non? Ou des choses que vous avez envie de savoir sur des anecdotes que les animaux peuvent nous donner ou nous porter, hein, qui au départ, ça nous surprend un peu, et puis ensuite, ça a du sens, quoi. Hein, mais c'est leur monde, hein, c'est leur perception du monde. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez comme ça des types d'animaux, vous voulez savoir des anecdotes avec certains animaux, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'ai le panel, donc il faut en profiter.
Toutes sortes d'animaux. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des besoins d'anecdotes comme ça sur certains animaux. Ça va me revenir quand vous en parlerez. Que quoi? Ah, j'ai rien. Non, parce que ça, c'est un, comment je dirais, ça, c'est une question humaine, c'est un besoin humain. Le moustique, il a le droit de piquer, quoi. Donc, aucune idée, parce que moi, ils ne me piquent pas. Non, mais c'est vrai, en plus, je suis plutôt pote avec les moustiques, avec les guêpes, avec les frelons, avec tout ça, je suis plutôt pote. Donc, je ne peux pas vous répondre, parce que ça dépend vraiment de nous. Pour moi, hein, ça dépend vraiment de nous, de la façon dont on va appréhender l'animal, quoi. Mais je suis beaucoup dans la nature. Je dors avec les sangliers. Enfin, voilà, j'aime les serpents. Les araignées, je dors dans la forêt à côté des serpents. Bon, on s'entend bien, comme dit l'autre, hein, c'est beaucoup moins dangereux qu'un humain. Donc, si vous voulez, je pense que la façon dont on voit le monde, à un moment donné, ils le sentent et bien sûr, ils restent dans leur monde avec le sauvage et la crainte de l'humain, et encore heureux, parce que l'humain est extrêmement dangereux. Mais il y a quand même cette chose, quand on est dans le respect, où ils vont pas... Allez, ils ne piquent pas par hasard. Les communications animales, c'est pas fait pour faire qu'un moustique ne pique pas un humain, quoi. Vous voyez? Ah oui, mais ils sont cool. Hein. Oui. Alors là, les abeilles beaucoup, parce que j'ai des apiculteurs. J'ai des apiculteurs en client. Et donc, autant des abeilles domestiques que des abeilles non domestiques, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes domestiques. Hein, voilà. Elles ne sont pas toutes en ruche, hein, elles ne sont pas toutes en production. Et vous pouvez avoir des colonies un peu sauvages ou tout ça, suivant les espèces qui viennent. Et puis, on se demande si on la garde. On a un ensemençage de sauvages voilà, qui se fait. Bon, on garde les seins ou on ne garde pas les seins. Enfin, voilà, c'est des questions que vous avez là, que les apiculteurs se posent aussi. Puis, tiens, un essaim de guêpe, tiens, un essaim de frelons, tiens, des frelons asiatiques. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait voilà. Donc, c'est très intéressant, leur communauté et leur volonté et leur capacité à travailler ensemble et leur solidarité. Voilà, c'est vraiment un monde en soi, avec un monde qui travaille, un monde qui est dévoué, un monde qui est aussi dans le sacrifice. Et c'est très intéressant de regarder ce fonctionnement qui n'est pas parfait, comme tout sur Terre, rien n'est parfait, mais enfin, ça fait quand même se questionner sur le monde humain. Ça, c'est clair. Parce que là, pour avoir une ruche où il y a un tel merdier, c'est l'humain, quoi. Aucune ruche d'abeilles ne survivrait avec un tel bazar, quoi. C'est pas possible. Il y a une cohésion, il y a une volonté de répartition des tâches, hein, donc de nourrir, de faire du vent, d'isoler la ruche, de protéger l'entrée, de dire où les fleurs se trouvent. Enfin, le fait d'être centré sur la vie, sur la famille. Allez, ils ne sont pas à côté de leur pompe sur Internet, quoi, on va le dire clairement. Hein. Ils sont ancrés dans l'espèce et c'est formidable. C'est formidable. Hein, oui. C'est beau à voir, mais comme les fourmis, hein, comme les termites, allez, les peuples, hein, ce qu'on appelle les peuples, c'est très chouette à écouter. Des questions sur les 4 minutes qui restent ou des besoins? Pardon? Bah pourquoi? Ah oui, d'accord, mais c'est chacun une âme. Ah ben voilà. Donc vous avez la réponse. Vous imaginez si les parents qui, à un moment donné, je ne sais pas, parce qu'ils ont 5 ou 6 enfants, ils disent, bon, séance collective de foot, hein, on s'en fout que tu aimes la danse ou je ne sais pas quoi, tous au foot, je fais qu'un voyage. Vous voyez, non, c'est chacun une âme. Après, effectivement, les animaux, ils vont parler de leur équilibre dans la famille, et du fait qu'il y a une cohésion et qu'il y a une groupalité qui se fait. Là-dessus, je vous rejoins.
Hein, il y a bien le fait dans la communication animale de pouvoir étudier, écouter, entendre cette groupalité, cette famille animale et cette famille humaine et comment ces interactions et ce truc fonctionnent, hein, qu'on appelle famille élargie, comment ça fonctionne, comment j'ai ma place, mon territoire, mes envies, voilà. Mais en attendant, pour moi, hein, chaque âme doit pouvoir être respectée et on ne demande pas seulement à un participant d'une famille nombreuse de se dire, bon, écoute, qui tu es, on s'en tape un peu. L'important, c'est que dans la famille, ça fonctionne. Hein, donc là, tu es le troisième, tu te démerdes, tu n'es pas dans les aînés, tu n'es pas dans les petits. Bon, tu as ta place, elle n'est pas cool, on s'en tape. Tu es le troisième, il faut que ça tourne. Ouais, non. Vous comprenez? Il faut les faire un par un, oui. Parce qu'ils ont une identité. Vous voyez, on ne peut pas. Voilà, ils ont une identité. Et ça, c'est hyper important. Quand on a une famille nombreuse, on ne peut pas seulement dire je vois la troupe, hein, je vois le troupeau, une seule tête, tous en rang. Et c'est une belle famille. Oui, mais comment les identités sont prises en compte? Vous voyez, les besoins de chaque. Et dans la communication animale, on va retrouver ça. Hein, moi, pour les élevages, quand par exemple, on a quelquefois 60, 80, 120 biquettes, hein, quelquefois. Donc là, j'ai le responsable qui me dit, bon, écoutez, est-ce que là, on peut en faire une pour le troupeau? Ben oui, parce qu'on va devoir changer tout le troupeau. Donc là, on va faire passer le message qu'on va faire changer les pâturages, 2-3 pâturages au troupeau et tout. Et ce qu'on peut s'apercevoir, donc de toute façon, après, on en fait sur certaines individualités. Par exemple, le bouc, qui est plutôt un peu grognon en ce moment, boum, on va devoir en faire une individuelle pour le bouc. La femelle qui n'est pas bien, on va devoir en faire, voilà. Et puis, on s'aperçoit que quand on fait la communication animale du troupeau en leur disant simplement, bon, zen, hein, on se calme, voilà, on va devoir traverser la route pour aller dans tel pâturage. D'un seul coup, on en a une qui se fait repérer, qui dit, ouais, moi j'ai la tache blanche là, tel pâturage je connais, je ne vais pas, il y a des cailloux, j'ai mal aux pieds. Et donc, elle va intervenir d'un seul coup et l'éleveur va dire, ah bah oui, on sait qui c'est, oui, on sait qu'elle a mal aux pieds, ok, on la mettra à côté. Voilà. Mais là, on est vraiment sur du conditions d'élevage, hein, 60, 80, 120. Mais ils nous sortent des individualités et dans tous les cas, ils savent qu'ils ont une troupeau et à côté, ils vont en avoir 2 ou 3 par trimestre. Hein, et le trimestre d'après, ils en font 2 ou 3 parce que là, ils sentent un besoin. Hein, et hop, on fait par petits bouts plus les modifications de trimestre. Voilà, j'ai des abonnements comme ça avec des éleveurs. Mais il faut que l'âme puisse être entendue, quoi. C'est tellement beau. Ils ne sont pas qu'un troupeau, quoi. Ils sont pas. Ah oui, mais. Ah oui, bah j'ai des gens qui me disent j'en fais 2 ce mois-ci et 2 le mois prochain pour des raisons financières, ce que je ne demande même pas d'ailleurs. Je ne demandais pas qu'on me donne cette raison-là. Et j'entends tout à fait qu'on puisse se dire j'en fais 2 là et j'en fais 2 le mois d'après. Oui, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Souvent, le truc après, c'est pouvoir choisir qui on fait en premier ou tout ça. Et souvent, moi, quand je vois la photo, je sais celui qui va passer en premier. Par exemple, on me donne 2 photos. Je dis, bon, écoutez, c'est tel animal qui passe en premier. Et souvent, la famille me dit, bah, vous savez quoi, on n'est pas surpris. Parce que celui-là, il a, ouais, j'ai des trucs à dire, c'est moi d'abord, je suis pressé. Hein. Mais bon, ok, on y va. Voilà, avec plaisir. C'est bon? Je vous laisse pour la conférence suivante et puis bah, vous pouvez me retrouver au stand si besoin et avec plaisir.